Voilà un nouveau titre, Les prénoms épicènes. Avant de parler de Dominique, avant de parler de Claude, chère Amélie, peut-être rappeler la définition, la signification du mot épicène. Épicène qui est un véritable prénom dans le roman, mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Épicène, un prénom épicène est un prénom qui convient aux deux sexes, aussi bien par l'orthographe que par la sonorité. Il y en a plus qu'on ne le pense. J'ai toujours trouvé que c'était fascinant. Je ne porte pas un prénom épicène, mais chaque fois que je rencontre quelqu'un qui porte un prénom épicène, je me demande ce que ça a pu induire comme fascinant malentendu dans sa vie. Donc il était grand temps que je m'intéresse au prénom épicène dans un livre. Et oui, épicène est également un prénom. Là, je n'y suis pour rien. C'est Ben Jonson, l'auteur de Volpone, contemporain de Shakespeare, qui avait écrit Épicène, The Silent Woman, donc une femme silencieuse. Et c'était un texte extrêmement ironique, puisqu'il faisait de la femme parfaite, donc une femme qu'on n'entend pratiquement jamais, une épouse parfaite qui se révélait, mais ça c'est tout à fait élisabétain, qui se révélait bien sûr être un homme à la fin de cette histoire. Et là, en l'occurrence, il y aura bel et bien Épicène dans le roman. Ce sera une jeune femme, et on va d'abord parler de ses parents, Dominique et Claude, qui sont effectivement deux prénoms épicènes. On va avoir beaucoup de détails sur ces personnages. On sait que Dominique Rozek vit en Bretagne, elle a 25 ans, elle est secrétaire en import-export dans une société qui s'appelle Terrage. Je donne tous ces éléments parce qu'ils ont leur importance dans le déroulé du roman. Et puis, c'est une fille assez simple, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle ne se pose pas trop de questions, elle a son petit boulot, quelques amis, avec les parents, ça se passe plutôt bien, mais c'est une famille dans laquelle on ne fait pas beaucoup de bruit. Qui est-elle, Dominique Rozek ? Une jeune femme simple de 25 ans qui se trouve porter un prénom épicène et qui va servir de témoin innocent. Elle est un peu le pivot du récit et on se doute qu'il se passe autour d'elle des choses qui la dépassent complètement. Il faudra attendre beaucoup de temps pour comprendre qu'elle est entre deux vengeances. Ce personnage totalement innocent assiste sans le savoir à deux tentatives de vengeance, une qui va être un échec retentissant et l'autre qui va être une réussite stupéfiante. Et elle est le pivot de ces deux vengeances, mais ne comprend absolument pas ce qui se passe. Alors, tout lecteur de ce livre, j'ai envie de dire aussi l'écrivain de ce livre, prend le point de vue de ce personnage innocent, Dominique, qui voit des choses qui a priori n'ont pas l'air graves, mais dont on comprendra la gravité au fur et à mesure qu'on entre dans l'histoire. Je me permets de préciser qu'avant que le lecteur fasse connaissance avec Dominique, il y a un premier chapitre où là nous découvrons cet homme qui se fait plus ou moins larguer par sa Ça commence conquête. par une histoire de largage pur et simple, qui est extrêmement expéditif. Un homme est largué par l'amour de sa vie, qui se trouve être une femme, c'est expédié en 2 pages et demie, et on n'en sait pas plus. Et tout de suite après, on entre dans ce qui semble être tout à fait une autre histoire, mais qui en fait est le prolongement de l'histoire précédente. Voici donc Dominique, on l'a dit, qui ne connaît pas grand-chose à l'amour, qui ne sait même pas réellement ce que veut dire aimer, et puis qui se fait gentiment courtiser par un homme qui curieusement va lui offrir une coupe d'un très bon champagne. Il y a une terrasse de faut toujours de se café. méfier. Quand quelqu'un vous propose du champagne, méfiez-vous, c'est que un traquenard se prépare. Oui. Et voilà Claude qui entre en scène, qui se fait finalement très, très romantique, puisqu'il va même aller jusqu'à offrir un parfum célèbre, un numéro 5 de Chanel à Dominique, ce qui va nous procurer des pages d'une grande sensualité parce que finalement, grâce à ce parfum, grâce à ces effluves, Dominique va peut-être se découvrir. Oui, c'est une scène absolument tragique, c'est la scène du parfum. Donc, Claude essaye de séduire Dominique, il se donne des allures de gendre idéal, ça ne marche pas du tout pour des raisons obscures, Dominique est totalement insensible à son charme. Et puis, il va se dire qu'un parfum va l'aider. Ceci se passe en 1970. Il va chez un parfumeur à Paris. Il se montre très odieux, très arrogant. Quel parfum pour épater une femme ? La vendeuse le méprise tellement qu'elle lui dit Chanel numéro 5. De sa part, c'est une réponse de mépris. Mais le comble, c'est que cette réponse de mépris va faire merveille. La petite provinciale, Dominique, à qui on offre Chanel numéro 5, elle qui jusqu'à présent était très indifférente, sans même comprendre pourquoi elle était indifférente à cet homme, va complètement se retourner et va devenir, grâce au mystère
pourtant rebattue de ce parfum, va tomber folle amoureuse. Donc elle va être capturée par un parfum et aimer follement un homme dont finalement on ne sait pas grand-chose. Et... Mais on devine, puisqu'ils vont finir par se marier, on devine qu'il y a une sorte de double jeu dans le personnage de Claude. Et puis il y a cette petite fille qui naît, on a la date précise, elle naît le 9 septembre 1974. Pourquoi était-ce important d'avoir des précisions? On connaît l'adresse, ils vont vivre rue Étienne Marcel, après Place des Victoires, ou les dates très précises du calendrier. Pourquoi cette importance des éléments? Je pense que c'est important par rapport à moi. Ce sont des clins d'yeux que je m'adresse à moi-même, des adresses qui me sont chères, des dates qui sont significatives pour moi. Voilà, en même temps, on peut très bien lire le livre en toute innocence sans rien savoir de ces lieux et de ces dates. Et ce n'est pas le noyau de toute l'affaire. Mais vous savez, je suis arrivée à Paris tard. Paris est encore pour moi une ville largement inconnue. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'un fossé, pas seulement la Seine, mais un fossé sociologique séparait la rive droite de la rive gauche. Donc, j'aimais raconter aussi l'histoire de quelqu'un pour qui le but était de traverser la Seine, de ne plus être un être pas très chic qui vivait sur la rive droite, mais de devenir l'un de ces curieux aristocrates qui vivent sur la rive gauche. Balzac a joué un très grand rôle dans tout ça. Entre-temps, j'ai lu tout Balzac, et c'est vrai que chez Balzac, il est absolument essentiel d'habiter la rive gauche. J'adore ce genre de but qui me paraissait en même temps tellement excentrique, mais je me suis aperçue que Balzac disait la vérité. Il y a beaucoup de gens pour qui des choses aussi simples que de vivre du côté impair ou du côté pair du boulevard Saint-Germain étaient le but de l'existence. De l'importance des détails dans votre roman. Au début, le lecteur se focalise sur ce couple que forment Claude et Dominique, et puis il y a cet enfant, Épicène, qui va voir le jour, et à partir de là, notre regard se porte sur Épicène, parce que toute l'histoire va se tramer autour d'elle. Épicène est une petite fille que nous allons suivre pendant plusieurs années, le roman s'étend à peu près sur 30 ans, hein, de sa naissance à sa vie de jeune femme. Épicène, à la différence de Dominique, qui garde une certaine candeur, une certaine naïveté, Épicène va très vite comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, que son père ne l'aime pas, et très vite, elle va avoir envie de se venger. Oui, Épicène, contrairement à sa mère, voit clair dans cette situation. Comme souvent les enfants, elle voit que son père n'aime pas sa mère. Elle voit que son père ne l'aime pas. Elle voit que son père est un salaud, qu'il y a quelque chose qui cloche, que cette situation est postiche, que quelqu'un a pris la place de quelqu'un, et elle ne sait pas qui, mais elle sent que ça ne va pas. Elle demeure plus ou moins réservée jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle sait qu'elle n'aime pas son père. Elle n'a absolument aucune mauvaise conscience liée au fait qu'elle n'aime pas son père. Puis, quand elle a 11 ans, il se passe quelque chose qui fait que non seulement elle n'aime pas son père, mais elle décide qu'elle le déteste et que ça ne va pas se passer comme ça et qu'elle sera l'instrument de la vengeance. Et tout le cœur du roman est là. Comment se construire, comment avancer dans la vie lorsque l'on déteste son père? Et qu'on est détesté de lui. Dans le précédent roman, je parlait d'une petite fille qui était détestée par sa mère. Je pense que c'est très différent d'être détestée par sa mère ou par son père. C'est des situations que je n'ai absolument pas vécues, mais j'ai pu observer cela parmi des gens que je connais. Une petite fille détestée par sa mère ne se sent pas autorisée de détester sa mère, alors qu'une petite fille détestée par son père se sent totalement autorisée de détester son père. Et ça donne des personnages très différents. Il me semble que, hormis le titre de l'an dernier qui amorçait déjà une reprise, pendant quelques années, vous avez aimé nous raconter des contes, des sortes de fables, même les titres nous laissaient entendre ce fait. Vous revenez là dans la tragédie moderne, avec des histoires qui sont très contemporaines. On a parlé de tous ces détails, on connaît les lieux, et puis ces personnages vivent de vrais drames. Il y a une évolution par rapport à vos précédents titres? Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'une évolution. Il se trouve que j'ai plus d'une corde à mon arc et que j'ai besoin que toutes ces cordes servent. Je ne sais pas du tout de quoi ça a l'air vu de l'extérieur. J'aime beaucoup... Vous savez, j'adore la comtesse de Ségur, parce que la comtesse de Ségur écrit des contes qui sont infiniment aimables, mais si on les dissèque, ce sont des horreurs. Je ne sais plus qui a dit un jour que j'étais une comtesse de Ségur pour adultes. J'adore cette idée. Donc je pense que je continue mon petit bonhomme de chemin qui consiste à être une
comtesse de Ségur pour adultes. Il n'y a pas énormément de personnages dans le roman. Nous avons parlé de Claude, de Reine, d'Épicène. Il y a une autre femme qui aura son propre rôle. Mais j'aimerais juste qu'on fasse un petit focus sur les grands-parents qui restent à Brest. Je l'ai dit en préambule, ce sont des gens très discrets qui n'ont jamais vraiment cherché à s'immiscer dans la vie de leur fille Dominique. Mais ils sont tout de même un socle, puisqu'à un moment, ils vont aussi permettre à Épicène d'avoir des valeurs, d'avoir une stabilité. Pourquoi c'est ce couple très discret, en apparence, dans le roman? En quoi est-il essentiel? Vous avez dit tout à l'heure que j'écrivais des contes. Dans les contes, il y a des sorciers, il y a des fées, il y a des magiciens. Je me suis toujours demandé comment transposer aujourd'hui le personnage des fées, des sorcières et des magiciens. Eh bien, je crois que ce sont les grands-parents. Les grands-parents, aujourd'hui, jouent dans notre vie le rôle des sorcières, des fées. Bon, il se trouve que ma grand-mère était une véritable sorcière, mais au sens carabosse du terme. Donc, d'y avoir assisté, je me suis dit que tout était possible. Il arrive un âge où tout est possible. Laissez-moi le croire. Je pense que, je ne sais pas à partir de quel âge je me sentirai tous les droits, mais je veux croire qu'il y a un âge où tout à coup on se sent tous les droits. Et ce jour-là, faites très attention. Toute la force de votre écriture, et vous le confirmez une fois encore, c'est qu'à travers des phrases courtes, sans effusion de mots, sans difficulté dans la construction, vous parlez d'une violence extrême. Là, il s'agit en l'occurrence de la détestation d'un père, entre un père et une fille, mais il n'y a pas de mots qui claquent. Tout est très simple, très fluide, mais la violence est là, la méchanceté est là. Comment construisez-vous vos romans? Je suis quelqu'un de très, très insomniaque. Donc, j'ai tout le temps, avant de commencer à écrire, c'est-à-dire pendant mes interminables nuits où je ne dors pas, quand j'en ai marre de souffrir, à me torturer, je me dis, bon, écris dans ta tête. Et c'est dans ma tête que tout se passe. Je prends la narration, je l'attaque et je me mets à la raboter. Je la rabote pendant des insomnies entières, ça donne des résultats terribles. C'est-à-dire que l'exercice consiste, chaque fois que je fais repasser le paragraphe entier, à voir tout ce que je peux enlever. C'est fou ce qu'on peut enlever d'un texte et de voir combien ça continue de fonctionner. Non seulement ça continue de fonctionner en ayant raboté tout ça, mais en plus ça fonctionne d'autant plus qu'on a raboté tout ça. Alors c'est comme un exercice mnémotechnique, rabote encore, et plus tu raboteras, plus tu te souviendras par cœur de ce que tout... Et c'est vrai, après, quand je me lève de cette nuit blanche, je n'ai plus qu'à écrire, sous l'effet de la mémoire, tout ce que j'ai raboté pendant la nuit. L'importance des dialogues, sont-ils plus présents dans ce roman qu'ils n'ont pu l'être dans d'autres titres précédents? J'ai fait pire. J'ai écrit des romans totalement dialogués. Ici, je pense que j'ai atteint un certain équilibre, qu'il y a un certain équilibre entre les dialogues et la narration, mais toutes les deux, tout aussi rabotées, bien sûr. Je vais vous titiller un petit peu entre Dominique, qui est d'une grande naïveté, d'une grande candeur qu'on a envie de protéger, et Épicène, qui est une jeune femme qui cherche à se venger. Les hommes n'ont pas le beau rôle encore dans votre histoire. Est-ce qu'il y a une part de militantisme? Non, vraiment pas. C'est vrai qu'ici, le mauvais rôle est dévolu à un homme, mais souvenez-vous du livre précédent, le mauvais rôle était dévolu à des femmes. Donc, en fait, je suis simplement un écrivain très méchant envers les deux sexes, ce qui est une forme d'égalitarisme qui me convient. Avez-vous rencontré des jeunes femmes qui, comme Épicène, ont eu à se venger de leur père? Oui, j'ai rencontré plus d'une jeune femme, bon, bien sûr, on a toujours envie de dire surtout une, mais c'est pour dire que de tels personnages existent. Ce n'est pas uniquement sorti d'une imagination malade et belge. Tout ceci, il y a des personnages qui vivent de telles choses. Il y a des jeunes femmes qui sont en effet détestées par leur père et qui essayent de grandir au milieu de tout ça. Je le répète, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai des parents extrêmement gentils qui sont traumatisés quand ils lisent mes livres en disant mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Et je leur dis mais non, vous êtes adorables, vous êtes les meilleurs parents du monde, je ne parle pas de vous. Ma seule vacherie, c'est que je ne parle pas de vous. Lorsque nous avons préparé cet entretien, Amélie, vous m'avez confié, mais vous nous l'aviez déjà dit, que les romans, comme les personnages qui les peuplent, sont finalement vos enfants. Si Épicène existait réellement, comment auriez-vous envie de la faire grandir, de la faire avancer dans la vie? Mais croyez-moi, j'y travaille. Mais je ne vous en dirai pas plus parce qu'en vérité, j'y travaille. C'est votre actualité, Amélie Nothomb. Ça s'appelle Les prénoms Épicène. Merci beaucoup. Merci.